Lorsque la France, qui était le premier pays au monde à inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution, l'a fait le 4 mars 2024, on en a parlé dans le monde entier. Le fait d'inscrire dans la loi le consentement, c'est là que la loi est un vecteur en fait, d'éducation populaire et montre que la société évolue, qu'elle a changé et que chaque individu peut s'approprier ces nouvelles notions pour mieux se sentir protégé. Ce qui est le dénominateur commun de tout ce qu'on propose, c'est la liberté, la maîtrise de soi, jusqu'à la fin, le droit d'être maître de soi-même. Bien, bonjour Gabriel. Salut Pierre-Yves. Salut, on se retrouve pour ce 6e épisode du podcast qu'on fait sur la 6e République et qui là est consacré aujourd'hui à la question qui est une question non seulement essentielle mais je pense particulièrement porteuse d'espoir, celle des nouveaux droits. Parce que la 6e République, on sait que ça va être des mécanismes de contrôle supplémentaires sur les élus, davantage de pouvoir d'intervention pour les citoyens. Mais tu vois, il y a une petite anecdote qui me vient à l'esprit là, quand je te parle, c'est à un moment donné, j'avais un collègue prof de droit, il avait fait à ses étudiants rédiger une sorte de nouvelle constitution de la 6e République. En disant, allez-y, laissez libre cours à votre imagination, quoi. Donc ils y vont, ils composent, etc. Et puis ensuite, pouf, bilan des courses. Il leur dit, vous vous rendez compte que vous n'avez fait qu'une chose les uns les autres, c'est ajouter des pouvoirs de contrôle sur les élus. Alors en même temps, c'est normal, c'est bien, c'est une revendication qu'on porte aussi sur la révocation des élus. Mais il dit, vous n'avez créé aucun nouveau droit. Or, c'est vrai que c'est une perspective qui est particulièrement importante, je pense, pour dire la 6e République, ça va être à la fois plus démocratique, mais c'est aussi une nouvelle phase, quelque part, dans l'histoire générale de la conquête des droits, du progrès humain, du progrès des droits humains. Et je pense que c'est particulièrement important dans le contexte actuel. Et du coup, je me demandais si, pour commencer un peu ce moment qu'on passe ensemble, tu pouvais nous dire pourquoi ça te semble important également d'inclure des droits fondamentaux comme ça dans une démarche de changement de la Constitution et puis peut-être, pourquoi pas, une nouvelle déclaration des droits. Ça serait important puisque notre 6e République serait une nouvelle étape dans l'émancipation humaine. Donc on a toujours eu pour idée d'y mettre une nouvelle charte des droits fondamentaux qui ne ferait pas table rase de tout ce qui a pu exister puisqu'on y garderait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on y mettrait des droits dits environnementaux qui s'inspireraient de la charte de l'environnement qui est déjà dans la Constitution mais qui est beaucoup plus aboutie, et on y mettrait également des droits qu'on appelle sociaux et économiques, qui sont ceux du préambule de 1946, issus de la Seconde Guerre, qui font déjà partie du bloc de constitutionnalité, même s'ils ne sont pas respectés, notamment le droit à la sécurité matérielle dont on parle quand il est question de retraite, etc. Sur les droits fondamentaux. Le droit au travail, des choses comme ça. Oui, voilà, le droit Sur les droits fondamentaux, c'est important de les garder dans la Constitution et de les inscrire, parce que la 6e République redéfinirait tous les pouvoirs et toute notre manière de fonctionner. Ce serait à l'Assemblée constituante de le définir, mais le fait de les inscrire dans la Constitution permet de les garantir et de les protéger et permet qu'il soit plus dur d'y renoncer ou de revenir sur ces droits. C'est notamment, on a un exemple récent qu'on a déjà remporté avant même d'avoir cette 6e République, c'est l'IVG, puisque depuis 2012, Jean-Luc Mélenchon proposait d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, et c'est finalement nous qui avons amorcé ce progrès-là, après 2022, puisque lorsque l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis a remis en cause le droit à l'IVG et que des États fédérés américains se sont engouffrés dans la brèche pour supprimer ce droit de leur droit national, nous on a tout de suite déposé une proposition de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, c'était proposée par notre présidente Mathilde Panot, pour que l'IVG soit garantie. Et ensuite on l'a fait voter à l'Assemblée nationale et c'était la première fois puisque toutes les précédentes fois, on l'avait proposé, notamment en 2018, lors de la révision constitutionnelle stoppée par l'affaire Benalla, Yaël Braun-Pivet et les autres députés macronistes s'y étaient opposés. Et nous, on sécurisait réellement ce droit, puisque non seulement
on l'inscrivait d'une manière très protectrice. Notre rédaction était la plus aboutie par rapport à celle qui a été finalement retenue. Celle qui a été retenue parle de liberté, c'est ça? Voilà, pas de droit. Celle qui a été retenue, elle parle de la liberté pour la femme d'avoir recours à l'avortement dans un cadre défini par la loi. Et en fait, elle ajoute, bon c'est un peu technique, mais elle ajoute à l'article 34 le fait que la loi encadre la liberté d'avorter, alors que nous, c'était un article individuel, un article séparé, dans le même chapitre où la peine de mort est abolie dans la Constitution, qui permettait non seulement de protéger le droit à l'avortement, mais aussi le droit à la contraception, qui finalement a été supprimé, qui est aussi un droit important. Ah oui. Nous, donc d'une certaine façon, ce que tu nous dis là, c'est qu'il y a du travail qui reste à faire aussi sur ce volet-là. C'est que nous, on pourrait très bien inscrire, remettre notre rédaction, dans le sens où nous, il y avait la contraception. Il était spécifié que ce droit devait être effectif et gratuit. Et ensuite, il était rédigé de telle sorte qu'on ne pouvait pas y renoncer. C'est-à-dire, il y avait une sorte de principe de non-régression, alors que là, tel qu'il est rédigé, par exemple, dans la loi française actuelle, l'avortement, l'IVG est possible jusqu'à 14 semaines. Dans la Constitution, telle que c'est rédigé, on pourrait très bien renoncer, revenir à 12 semaines, 10 semaines, on pourrait renoncer à la gratuité. Bref, quand on voit les obstacles réels, parce que c'est bien gentil d'écrire des principes dans la Constitution, mais ensuite il faut qu'ils soient effectifs. Quand on voit aujourd'hui les entraves, les centres pour IVG qui ont fermé, les déserts médicaux, les mouvements anti-choix qui peuvent proliférer, finalement on se rend compte que la rédaction telle qu'elle a été adoptée est une grande victoire d'abord des associations féministes et c'est un grand progrès, mais il reste encore du chemin à faire. C'est la même chose sur tous les autres droits nouveaux qu'on propose, le droit à mourir dans la dignité, qui pareil est un grand combat de Jean-Luc Mélenchon depuis la première campagne présidentielle de 2012. Tout à fait, qui est un enjeu du débat aujourd'hui. Mais si je peux juste m'arrêter tu vois, si on s'arrête un instant sur la question de l'avortement, parce que c'est très intéressant là, ce que tu disais sur à la fois les enjeux de la lutte, mais le fait que la lutte politique, à ce moment-là, elle est connectée à la société. Alors tu disais aux associations féministes, mais aussi aux enjeux internationaux et aux menaces qui pèsent sur les droits. Et quelque part, tu vois, on dit, je me rappelle des premiers débats sur le droit à l'avortement. Quel était le grand argument de l'extrême droite? C'était de dire, de toute façon, ça ne sert à rien de le constitutionnaliser, il n'est pas menacé. Et là, on voit qu'avec Trump qui arrive au pouvoir, je veux dire, c'est une attaque frontale, massive, déterminée comme telle, qui pèse sur le droit à l'avortement. Et on l'a vu aussi avec des gouvernements d'extrême droite dans l'Est de l'Europe. Du coup, la question que je me pose, mais ça vaut très vraisemblablement et certainement sur aussi les autres droits nouveaux, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser d'une certaine façon que la constitutionnalisation des droits, le fait, y compris de poser une charte de nouveaux droits fondamentaux comme un acte politique fort, ça ne participe pas aussi d'un combat international et internationaliste, tu vois? Oui, bien sûr, puisque lorsque la France, qui était le premier pays au monde à inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution, l'a fait le 4 mars 2024, et puis ensuite la Constitution a été scellée, c'était symbolique, le 8 mars 2024, donc ça fait un an. On en a parlé dans le monde entier, et ensuite au sommet international des Nations Unies, qui était dans la foulée à New York sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, le sommet annuel. La France a été, et les députées françaises, dont des députés de notre groupe qui ont participé, ont été accueillis comme les personnes qui ont vraiment porté quelque chose de fondamental pour finalement toutes les femmes du monde entier. Et quand on voit ce qui se passe avec Trump, on se rappelle que l'extrême droite va toujours s'attaquer au corps des femmes en premier. Et c'est pas uniquement Trump, puisque Madame Le Pen et son entourage à l'Assemblée nationale, son parti, quand on regarde leur vote, ils s'y sont très souvent opposés. Et là, lors du vote de la constitutionnalisation, il y a une très grande partie du groupe Rassemblement national qui s'est abstenu, d'autres qui ont voté contre, mais dans leur groupe, il y a toujours des gens qui, par le passé, ont parlé d'avortement comme de génocide et d'autres qualitatifs complètement caricaturaux et scandaleux. Oui, voilà. C'est la même chose au niveau du Parlement européen. Et ensuite, ils vont mener, ça permet peut-être de faire une transition avec un autre droit, d'autres droits nouveaux, ils mènent une offensive anti-personnes trans. Et c'est pour ça que nous aussi,
on souhaite inscrire la liberté de changer de genre et le changement dans la loi, le changement libre et gratuit à l'état civil, c'est-à-dire de déjudiciariser la procédure, puisqu'aujourd'hui elle est faite devant un tribunal pour les personnes trans et c'est une procédure très pesante, très longue et humiliante, puisqu'il faut apporter de nombreuses preuves, des avis psychiatriques, des témoignages de l'entourage, il faut apporter les preuves qu'on a réellement changé de genre, ce qui est relativement pesant. Et c'est pour ça que à la fois on a proposé tout ce qu'il faut faire pour changer cette situation-là dans la loi, mais que la constitutionnaliser, comme pour l'avortement, comme pour le droit à mourir dans la dignité, renforcerait davantage ce droit-là et en ferait un droit consacré au rang constitutionnel, ce qui rendrait beaucoup plus difficile la possibilité d'y renoncer. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la question, quand on détermine comme ça, à la fois une nouvelle constitution, mais aussi des nouveaux droits fondamentaux, c'est aussi un signal politique qu'on envoie. Alors on disait même au niveau international, mais aussi au niveau national, parce que c'est le moment où le pays dit voilà la norme, voilà ce sur quoi on s'accorde. Et puis c'est vrai que quand il est question des droits personnels, en réalité, la norme qu'on doit se donner, je pense, y compris l'histoire qu'on a communément, celle depuis la Révolution française, c'est que les droits et libertés personnelles des individus soient protégés. Parce que la Révolution française, elle vient d'une certaine façon de là. D'abord, c'est la lutte contre l'arbitraire. Et donc, c'est la garantie des libertés personnelles. C'est très lié à la question de la souveraineté populaire, quelque part. Il y a le peuple, on doit être souverain, on doit pouvoir décider, mais aussi nos libertés doivent pouvoir être garanties. Moi, j'ai jamais compris, pour être tout à fait honnête, compris, si, parce qu'après, on peut comprendre les motifs de la haine ou de... Mais des gens qui vont dans la rue massivement, moi je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, quand il y a eu tout le mouvement contre le mariage pour tous. Et je me dis, mais à quel endroit, à quel moment ça peut déranger autant de monde, mais que des gens se marient comme ils veulent. Pour moi, c'est aberrant. Il y a un côté aberrant parce que ça ne leur change rien à leur vie. D'ailleurs, par ailleurs, ça a été une violence aussi pour... Oui, ça leur retire aucun droit. Non, oui, bien sûr. C'est ça. Mais ça a été une violence aussi pour par ailleurs des enfants qui ensuite, en grandissant, ils se sont rendus compte que ils appartenaient à la communauté LGBT quelque part. Et ils se sont dit, mais d'où on m'a envoyé manifester à ce moment-là. Donc, je pense cet enjeu politique de dire, là, il y a des nouveaux droits. Et en fait, ces nouveaux droits, on les a tous en partage. Et puis, ça envoie un signal politique de protection aussi. Parce qu'on voit bien l'ambiance quand même, avec les critiques du wokisme, etc. en ce moment. Il y a un peu l'idée de stigmatiser et de en fait, trouver des boucs émissaires. Oui, bien sûr, on envoie un signal de protection. On en fait des droits opposables, c'est-à-dire la capacité pour les individus de faire référence à ces nouveaux droits devant n'importe quelle juridiction pour se protéger. Et ce que tu disais sur le mariage pour tous est vrai pour l'IVG, est vrai pour la loi bioéthique qui a légalisé la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes et qui a finalement montré que la filiation n'avait pas de réalité biologique et que toutes les familles étaient des familles comme les autres. Et je pense aussi à une référence plus récente qui fait encore débat dans la société, qui est celle du consentement. L'inscription dans la loi du consentement qu'on a proposé dans notre niche parlementaire. Tout à fait. Qui là aujourd'hui fait l'objet d'un rapport parlementaire qui est transpartisan, qui est porté par d'autres députés qui souhaitent aussi déposer une loi pour qu'elle soit réexaminée de nouveau à l'Assemblée nationale, puisque nous n'avons pas pu aller au bout de l'examen. Le fait d'inscrire dans la loi le consentement, c'est là que la loi est un vecteur en fait d'éducation populaire et montre que la société évolue, qu'elle a changé et que finalement chaque individu peut s'approprier ces nouvelles notions pour mieux se sentir protégé et pour que les mentalités puissent évoluer sur le sujet. Et c'est la même chose sur tous les droits collectifs qu'on propose. Ce sera l'objet d'un autre épisode, les droits relatifs. Oui, les droits sociaux ou écologiques. Les droits sociaux et écologiques qui sont des droits collectifs qui feront partie aussi de notre 6e République. Ce serait défini par l'Assemblée constituante. Mais en tout cas, il y a tout un chemin à faire sur le sujet. Mais ce qui rassemble
ce qui est le dénominateur commun de tout ce qu'on propose, c'est la liberté, la maîtrise de soi, jusqu'à la fin, le droit d'être maître de soi-même, que ce soit la liberté de genre, l'IVG, les femmes, le droit à disposer de son corps quand on est une femme, ou le droit à mourir dans la dignité, ce qui va revenir aussi dans l'actualité, puisque la loi fin de vie, bon là on ne parle pas de constitutionnaliser comme nous on le fait, mais la loi fin de vie a été stoppée par la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle va revenir en débat, à la fois donc la légalisation de ce qu'on appelle le suicide assisté et l'amélioration des soins palliatifs qui vont là être en débat en mai-juin à l'Assemblée nationale. Et ça pareil, nous on ne fait que pour tout ce qu'on propose, on ne fait que reprendre finalement ce que souhaite la société. Oui, parce que quand on parlait de l'IVG, de la contraception, c'était plus de 90% des Français favorables à la constitutionnalisation, que ce soit la contraception ou l'IVG. Et quand on parle du droit à mourir dans la dignité, c'est depuis bien longtemps plus de 80% des Français qui sont favorables. Et les débats ont été... Souvent, les parlementaires, en particulier les sénateurs, c'était en 2011, en fait, n'étaient pas en phase avec le reste de la société qui était déjà favorable. Oui, complètement. Et d'une certaine façon, là, quand on parlait de cette dynamique d'extension des droits et puis du fait que tout le monde peut bénéficier de droits et que c'est comme ça le sentiment général qui existe dans le pays, c'est qu'y compris même si on n'a pas envie d'y avoir recours soi-même, ou si on ne l'envisage pas pour soi-même, on n'est pas nécessairement opposé à ce qu'il puisse être garanti pour d'autres personnes. Et pour le droit à mourir dans la dignité, je pense qu'il y a beaucoup de situations de très grande souffrance aussi qu'ont éprouvé bien des familles, bien des personnes qui ont eu des amis qui ont eu des fins de vie très difficiles. Et c'est vrai, il y a un enjeu là qui touche vraiment à quelque chose d'existentiel pour tout le monde, parce qu'on se projette difficilement de toute façon dans cette phase de notre existence, mais on sent bien, comme tu le disais, qu'à ce moment-là aussi, on aura envie de garder la maîtrise de soi-même. Et ça renvoie à cette connexion où effectivement le moment où à la fois les droits fondamentaux et la question de la démocratie se posent à très grande échelle, mais c'est le moment où en fait on dit, en tant que peuple, en tant que collectif, on peut être maître de notre destin, et en tant qu'individu, on doit pouvoir l'être également. Et c'est vrai que je pense que si on et on va y arriver à la 6e République, mais le moment où on dit il y a une nouvelle déclaration des droits, honnêtement, je pense que ça serait un signal universel, quelque chose qui serait discuté. Et tu le disais, ça l'a déjà été, y compris sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Ça aurait une portée vraiment générale, parce que il y a quelque chose qui, de ce point de vue-là, moi, m'a presque donné de l'espoir. Enfin, j'en ai déjà, et puis on en a, sinon on ne serait pas engagé comme on est, mais c'est le moment de la cérémonie d'ouverture des JO. Parce que quand il y a eu cette cérémonie, qui d'une certaine façon, en tout cas sur la question des droits personnels, je pense, mettait en scène quelque chose, et puis y compris sur la Révolution française. J'ai eu l'impression, alors il y a eu toute la polémique, etc. derrière sur le spectacle, mais surtout, depuis combien de temps il n'y avait pas eu dans ce pays un spectacle à échelle de masse pour dire la Révolution française c'était génial, et puis les nouveaux droits, la nouvelle société, les choses telles qu'elles vont, eh bien on aime bien ça. Enfin, et d'une certaine façon, j'ai l'impression que cette ambiance posée par cette cérémonie, elle prépare notre 6e République, elle prépare une nouvelle déclaration des droits. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, très largement, les citoyens y sont favorables. Et donc, d'acter ça, d'acter un certain nombre de droits fondamentaux, ça permet aussi de se protéger, sans doute, des attaques ensuite répétées que les réactionnaires peuvent produire contre tout type de droit, quoi. Parce que c'est pareil sur l'aide à mourir dans la dignité. Qui s'y est opposé finalement ? Les mêmes que pour les autres, quoi. Oui, l'aide à mourir dans la dignité, ceux qui sont opposés, c'est évidemment les LR qui ont un électorat catholique très opposé, et le Rassemblement national. Oui. Et le reste, il y a un accord transpartisan sur le sujet, puisqu'il est maintenant dépassé de s'y opposer.
comme il était dépassé pour des sénateurs de s'opposer à l'inscription de la liberté d'avorter. Mais sur ce que tu disais sur la cérémonie d'ouverture, effectivement, c'est la France telle que, pas forcément telle qu'elle est à 100%, puisque notre pays est quand même composé de très nombreux réactionnaires, et on l'a vu avec les élections législatives de 2024, où le Rassemblement national a conquis des millions d'électeurs, mais telle qu'elle devrait être pour parler au monde, et telle qu'elle parle au monde quand elle est comme ça, puisqu'il est vrai que les gens, quand ils pensent à la France, on en a parlé, ils vont penser par exemple à la constitutionnalisation de l'IVG, ils vont penser à la sécurité sociale, ils vont penser au pays qui a dit non à la guerre en Irak, ils vont penser à plein de sujets comme ça, ils vont penser aux droits sociaux, aux droits à la retraite, aux droits de grève, à tout ce que la France a promu et à tout ce qu'elle a fait pour donner de l'espoir aux autres pays, aux pays du monde entier. Ils vont penser aussi également, par exemple, à l'abolition de la peine de mort, au combat porté par Badinter, à la retraite à 60 ans de Mitterrand, etc. Mais personne ne pense à notre pays lorsqu'il bascule vers l'obscurantisme et lorsqu'il bascule dans une situation où les droits fondamentaux régressent. Le fait même que Jean-Luc Mélenchon ait pu accéder pratiquement au second tour de l'élection en 2022 avec un programme aussi radical, c'était un espoir pour toute la gauche européenne, toute la gauche du monde entier et tous ceux qui croient qu'il est possible de changer de république et de changer drastiquement, d'améliorer drastiquement les droits fondamentaux et de faire en sorte qu'ils soient promus au rang constitutionnel comme on l'évoquait. C'est ça, parce que la France reste... Moi, j'avais été frappé de ça. Alors, ça fait maintenant une dizaine d'années, mais j'avais passé 1 an de mes études au Chili, en Amérique du Sud. Et la France reste le pays des droits de l'homme. Ouais. Alors que, même, il y a quand même de multiples attaques ces dernières années, à la fois sur le plan interne, tu le sais bien, tu sièges en commission des lois en plus, alors sur les dispositions un peu d'état d'urgence qui sont mises dans le droit commun, les libertés publiques qui sont rognées, etc. Et puis au niveau international, avec le fait que la France a bien du mal à défendre encore, quand elle le souhaite, en plus, les droits humains, le droit international. Mais ceci dit, il y a une forme d'inertie qui renvoie aussi au fait que la France, elle a laissé ça dans l'histoire récente du monde. C'est quand même ce qui est marquant, ce sont les droits de l'homme. Mais du coup, tu vois, quand j'étais là-bas pour te dire, parce que effectivement, la sécurité sociale, etc., c'est quand même des acquis énormes. Désolé. Ce sont des acquis énormes et qui semblent aussi à des camarades d'Amérique du Sud, mais presque inatteignables, parce que on socialise une partie énorme de la richesse. Et on venait d'élire, en fait, c'était il y a même plus de 10 ans, parce qu'on était en 2012. Et donc, on venait d'élire François Hollande. Et là-bas, il me disait « la France, c'est le pays des droits de l'homme, et vous venez d'élire un président socialiste. » Et je dis « Ouais, je dis socialiste, c'est quand même un peu fort, c'est un peu plus compliqué que ça. » Donc, en 2012, on sentait que ça allait mal partir déjà. Mais toujours est-il que c'est important, effectivement, comme tu le dis, de noter qu'il y a toujours cette puissance presque d'attraction et de la France, mais aussi faite par des mécanismes d'aller-retour, parce que je parle de l'Amérique du Sud, mais on pourrait prendre d'autres endroits, mais en Amérique du Sud, ils ont fait des nouvelles constitutions, ils ont inscrit des nouveaux droits. Et quelque part, c'est la dynamique proposée qui a ouvert un peu l'ère moderne il y a 2 siècles, mais la Révolution française. Et finalement, là, maintenant, on se dit ça va peut-être revenir par ici. Parce que nous, on a pas mal regardé ce qui se passait par là-bas. Donc, bon, on va espérer que ça puisse le faire. Je parlais du fait que depuis certaines années, il y a quand même une forme de recul de certaines libertés publiques, de protection, de garantie, de droits. Et justement, toi, tu l'observes aussi là dans ce que Retailleau, Darmanin, enfin tout ce gouvernement qui est quand même en roue libre et en pente droite vers l'extrême droite, sont en train de proposer. Donc tu veux peut-être nous en dire un petit mot, parce que c'est un sujet important, je pense. Oui, on observe depuis 2017, ça avait déjà commencé avec François Hollande, avec la loi renseignement, l'état d'urgence permanent, un recul inédit de toutes les libertés publiques. Tout le monde a entendu parler de la loi séparatisme, de la loi sécurité globale, des états d'urgence pendant le confinement,
de l'extension de la loi renseignement, de la loi Jeux Olympiques. On parlait des Jeux Olympiques juste avant. En fait, les Jeux Olympiques, il y a un rapport des Nations Unies qui est sorti là, qui montre qu'effectivement, il y a eu de très graves violations des droits humains, notamment grâce à cause de la vidéosurveillance algorithmique, qui est en fait l'étape précédant la reconnaissance faciale à la chinoise. On le voit d'autant plus qu'il y a un débat actuel à l'Assemblée nationale sur la loi narcotrafic, portée par messieurs Darmanin et Retailleau, qui sont finalement, on se demande si c'est un ministre de la Justice, un ministre de l'Intérieur ou deux ministres de l'Intérieur. Cette loi narcotrafic, elle ne lutte pas contre les trafiquants de drogue. En fait, elle étend le régime de la criminalité organisée, c'est-à-dire tous les régimes, associations de malfaiteurs qui se sont appliqués aux militants de Bure, qui se sont appliqués aux gilets jaunes, qui s'appliquent aux exilés. Dès le 19e, c'était contre les militants. Exactement, on appelle les lois scélérates. Après, on a la fin du chiffrement des messageries comme WhatsApp et Signal, avec la création de portes dérobées. Bref, c'est une loi très technique qui donne en fait un certain nombre de nouveaux pouvoirs à la police judiciaire et au renseignement pour finalement pouvoir surveiller n'importe qui. Et on voit bien qu'à chaque fois que des lois ont prétendu s'attaquer au terrorisme ou au trafic en drogue, qu'en fait elles ont fini par tomber sur des militants. Et c'est ce qui s'est passé avec la loi séparatisme, qui devait s'attaquer aux associations terroristes et qui finalement a été utilisée pour tenter de dissoudre les soulèvements de la terre, ou pour dissoudre encore cette année le collectif Palestine vaincra, avec des motifs qui sont dénoncés là aussi par les Nations Unies. Et je parle de ce qui relève de la surveillance parce que dans notre 6e République, on a pour projet, dans notre charte des droits fondamentaux, d'inscrire aussi le droit au chiffrement des données qui en fait découle du droit à la vie privée. Et ce droit à la vie privée, c'est finalement un des droits avec la liberté de manifester, la liberté d'expression qui a été le plus attaqué par Emmanuel Macron. Ah, ça c'est clair, il y a un peu l'idée quand même derrière qui est très dangereuse, je pense, et qu'on voit ces dernières années, c'est de toute façon, vous devez bien accepter d'être contrôlé parce que vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et ça, c'est terrible. Parce que je parlais de la protection contre l'arbitraire qui date de la Révolution française, mais c'est ça qui matérialise politiquement l'existence de la vie privée. Parce que si les pouvoirs publics peuvent en permanence rentrer dans l'espace privé, à ce moment-là, il est complètement dissous. Et c'est vrai que si on pense à ce qu'écrivait Hannah Arendt sur cette question, etc., la dissolution de l'espace privé, c'est le risque d'une société totalitaire. En tout cas, c'est ce qu'elle défend, c'est ce qu'elle proposait dans ses bouquins. Et je pense que là, vraiment, cet enjeu-là, et tu as bien raison, là, on échangeait sur ce qu'on devait évoquer aujourd'hui. Et je pense que cet enjeu-là, il est absolument crucial. Et qui doit être pleinement intégré justement à notre démarche sur la 6e République et cette nouvelle déclaration des droits fondamentaux. Parce que c'est une menace concrète et je pense dont on ne prend pas tout à fait, enfin c'est peut-être toi plus que moi, mais dont moi je ne prends pas complètement la mesure parce que ça, je suis plutôt un littéraire, ça, dans les côtés numériques et tout, ça me semble un peu loin. Mais en fait, c'est énorme, tout ce qu'on a comme données. Oui, et puis on a tendance à passer trop vite à autre chose. Par exemple, la vidéosurveillance qui s'est appliquée pendant les Jeux Olympiques, dont tout le monde a été bercé par ces jeux et les performances des sportifs français, etc. Mais en réalité, les Jeux Olympiques ont été un terrain d'expérimentation très dangereux. La vidéosurveillance, qui devait, soi-disant, comme toutes les restrictions de liberté, s'appliquer provisoirement. Là, on discute d'une loi à l'Assemblée nationale qui s'appelle « Sûreté dans les transports » pour pérenniser le dispositif de surveillance algorithmique qui a permis de surveiller des millions de gens pendant les JO qui ont traversé les gares de métro, les gares de RER, les gares SNCF et qui ne s'en sont pas rendus compte puisque dès qu'on restreint les libertés, on installe des prétendues garanties qui vont avec. C'est-à-dire, on va dire, oui, la vidéo est installée, mais le public est informé. Il y a une obligation d'informer le public. Et quand on regarde la réalité de l'information, c'est un petit écriteau
minuscule dans une gare. Et de toute façon, il s'agit d'une politique du fait accompli. Oui. Puisqu'une fois qu'on voit qu'on est surveillé, le moindre individu qui traverse la gare se dit bon, bah ok, j'ai été surveillé par une vidéo, mais ma journée se poursuit. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est extrêmement grave, puisque ça va s'étendre ensuite à tout l'espace public. Et il s'est passé la même chose avec les drones. Les drones qui ont été d'abord interdits, enfin censurés. Ils étaient dans la loi sécurité globale. Ils ont été censurés. Ils sont revenus par la petite porte dans une autre loi avec davantage de garanties, dont la même information au public que des drones sont utilisés pour surveiller une manifestation. En fait, ces drones, ils permettent la reconnaissance faciale indirectement, puisqu'ils sont munis de caméras. Donc, ils permettent de reconnaître des individus. Et ça a été révélé déjà par Mediapart et par d'autres associations, l'Observatoire des libertés numériques, la Quadrature du net, que des personnes avaient pu être suivies jusqu'à chez elles parce que c'est arrivé une fois, parce que suivies par un drone. Et qu'en fait, il est possible maintenant, le moindre risque de trouble à l'ordre public, et on sait qu'ils utilisent cette notion de manière très large, extensive, et utilisée pour les mettre en place. Donc toutes les manifestations en France, notamment les manifestations pour le droit du peuple palestinien, les manifestations qui étaient contre la réforme des retraites, les manifestations qui existent parfois encore de gilets jaunes, certains samedis, toutes ces manifestations sont surveillées par des drones. Oui, donc c'est quand même très préoccupant et ça montre qu'effectivement toute cette question des droits fondamentaux qu'on met en avant très concrètement dans le programme et qu'on mettra en avant, qu'on mettra surtout en application quand on passera à la 6e République. Et une question en fait aussi de préservation de la démocratie elle-même, des conditions de la démocratie, des possibilités de s'organiser, des libertés publiques les plus fondamentales. Bah, écoute Gabrielle, merci beaucoup. Merci. C'était bien intéressant de discuter avec toi et puis à la prochaine, on continue à mener le combat ensemble.